Merci de regarder Balafon Télévision. Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Bienvenue dans le Grand Plateau. Au menu ce soir, le ministre des Finances ordonne la suspension pour les mois de novembre et décembre 2025 des versements des fonds des offices au profit du compte du fonds routier. Dans une lettre officielle datée du 17 novembre 2025, Louis-Paul Motazé justifie cette mesure par la nécessité urgente d'honorer des dépenses prioritaires, à savoir le paiement des salaires, des pensions de retraite et une partie du service de la dette extérieure dont les arriérés s'élèvent à 145 milliards de francs CFA. Le membre du gouvernement affirme avoir instruit la Banque des États de l'Afrique centrale de mettre en œuvre cette suspension, promettant un remboursement futur. Ce remboursement serait conditionné au déblocage d'un prêt actuellement en négociation avec la banque Afrexim Bank. Mais derrière cette décision technique, une interrogation subsiste. L'État est-il en situation de banqueroute au point de privilégier le paiement de ses créanciers externes et de ses fonctionnaires plutôt que d'assurer l'entretien des routes? L'analyse de nos invités est à suivre en seconde partie d'émission. Pour l'heure, place au journal. En ouverture, direction Bameka dans les hauts plateaux, région de l'Ouest Cameroun, où la psychose s'est installée. Un mystérieux fantôme serait apparu la nuit pour déterrer bananiers, caféiers et même détruire des toilettes dans certaines concessions. Le phénomène a enflammé les quartiers Topo et Djout, semant confusion et frayeur. Face à la panique grandissante, le chef supérieur, Sa Majesté Takoukam Jean Raymond, a convoqué le 8 novembre son peuple, le 8 novembre dernier, pour le rassurer. Et d'après le monarque, aucun esprit n'est en cause, juste les fils de ce groupement qui sont déterminés à ternir l'image de Bameka à travers les réseaux sociaux. Ce mercredi matin, autorités traditionnelles et populations ont conjugué les efforts pour restaurer la sérénité. Dans les prochains jours, le cadi pourrait être même sollicité pour une justice traditionnelle. Franc du Roc Tassonquin. Direction Bameka, village devenu célèbre depuis un moment au sujet de l'existence d'un fantôme qui arracherait les bananiers, caféiers et saccage les espaces de soulagement des populations des quartiers Topu et Djout. Nous sommes dans les hauts plateaux de l'Ouest Cameroun. Pas de fantômes dans Bameka. C'est un groupe de malfrats qui ont été formés par certains notables. Ils ont convaincu certains jeunes garçons pour qu'ils viennent casser les gens au quartier. Des individus qui viennent dans l'obscurité à partir de 19h. Ce jour, les populations ont convergé vers la chefferie supérieure du groupement, siège des institutions traditionnelles. Ici, un seul sujet au menu des échanges entre le roi et sa population, le mystérieux fantôme. Donc l'histoire de fantômes à Bameka n'est que des histoires imaginaires. Peut-être vous allez me dire et tout ce qui se passait, mais c'est des individus. Vraiment, il n'en est rien de cette histoire de fantômes ou quoi que ce soit. D'après Sa Majesté Takoukam Jean Raymond, il s'agit d'un groupe instrumentalisé et déterminé à créer la panique au sein des populations. C'est des hommes, c'est des personnes, c'est des individus qui ont orchestré cela pour attendre des rançons, pour dire que bon, on va faire chasser le fantôme, on va faire chasser ceci, Voilà, c'est des individus, vous pouvez être rassurés. Bon, vous avez observé que j'ai réuni la population il y a de cela 2 semaines. Au cours de cette communication royale, les populations sorties en masse, à l'invitation de leur souverain, se sont montrées pour l'utilisation du cadi traditionnel, symbole de la justice,
en pays bamileke. Cette justice traditionnelle, avec les retours souvent irréversibles, 2 semaines ont été données à ceux qu'ils appellent ici les fauteurs de troubles pour se repentir. Non seulement les avertir, mais les mettre en garde. Nous sommes dans une république et nous sommes dans un village où il y a le respect de la vie des autres, qui sachent que s'ils continuent dans la même lancée, nous serons obligés de réagir et de réagir avec beaucoup d'énergie. La thèse, selon laquelle c'est l'esprit d'un notable récemment décédé, dont l'âme refuserait de se reposer, est totalement rejetée par le 19e roi de cette dynastie, qui réitère que c'est la volonté de certains de ses fils, déterminés à mettre le village à feu et à sang. Dans le sud-ouest, les jeunes de Ngouti, Kogne et Bangem, 3 localités du coupé Maningouba, sont partagées entre déception et ras-le-bol. Ils font face à des difficultés de mobilité liées à l'état des infrastructures routières. L'axe Bombay-Ngouti est parsemé de nids de poules qui perturbent l'activité économique et la vie de la population. Reportage Fondre des Marquaises. Some youths in Ngouti, Kogne and Bangem have expressed dissatisfaction over the deplorable state of the Mbumbe-Ngouti road in Kupe Maningouba. The youths say they regret casting their ballots in favor of the CPDM candidate, Paul Biya, in the just-ended presidential election. We don't tire. We be vote CPDM say we better. And the worse now worse. Ever as I talk, so one of the CPDM big masses said, "What I customer code, I may show you too." But some people all my way there for outside the whole way on a sea road. This are the part for Canada. Now part 1, the part 4, part 3, part 5 day. Yeah. So the back CPDM people back oh, una corre pe Angola, corre pe way 2D. Papa way 2D. Me we logo down. The muddy and bumpy nature of the road has impeded the circulation of vehicles and motorbikes. Even the transportation of corpses for burial in the villages has become a nightmare. We want president. Hope you don't come back with change our road. Let's try our way, let's fix our road. Now that is to come. See what you don't die. We don't fix them. We don't fix them again. Now number 10 times we can't say the ESO. I said, we don't vote for Bia, say for Bia don't have a chair. Let's try to win. We don't vote to do Valentine. Let's to try to see inside the situation. We decline to our country. We decline. For some time now, youths in neighboring villages have been working day and night to dig up the road to make it possible, but the mud has been a hindrance. Most of these youths who return to the village to cultivate and commercialize cocoa now find it difficult to do so because of the absence of a farm-to-market road. Added to this challenge is a recent drop in cocoa prices. Dans l'actualité au Parlement, la suspension provisoire de plusieurs agents du cadastre pour manquement grave annoncée le 21 novembre par le ministre des Domaines du cadastre et des affaires foncières a ravivé les inquiétudes autour de la gouvernance foncière au Cameroun. Si ces sanctions marquent une nouvelle étape dans la lutte contre les pratiques irrégulières au sein du MINCAF, elles ont surtout suscité une vive réaction des parlementaires qui y voient la confirmation d'un dysfonctionnement structurel. Ces élus réitèrent leur appel à une révision urgente de la loi foncière de 1974, estimant que les dérives actuelles traduisent l'ampleur d'un problème national devenu insoutenable. Sébastien Oyébé. Le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a renforcé la lutte contre les dérives foncières en suspendant le 21 novembre dernier plusieurs agents accusés de falsification de documents, rétention de dossiers et fraude. Au Parlement, les élus estiment que les sanctions actuelles du gouvernement ne règlent pas le problème structurel lié à la loi foncière de 1974, jugée dépassée. Les parlementaires se sont engagés depuis 2013, comme je viens de le dire, à faire entendre leur voix dans ce processus de réforme foncière, donc de révision de la loi. Et tant que nous n'aurons pas atteint cet objectif, nous resterons permanents dans ce combat.
Les dysfonctionnements persistants dans la délivrance des titres fonciers et la dégradation de leur valeur alimentent une inquiétude croissante. Le titre foncier, il a quelle valeur maintenant? Quand on se réfère à la définition, à la valeur qu'on donnait à ce document il y a un certain nombre d'années, et qu'on réalise ce qui se passe maintenant, il y a lieu de questionner et d'interpeller chaque acteur qui est impliqué dans ce suivi. La multiplicité des acteurs impliqués et la faiblesse des contrôles accentuent les risques de conflit selon les parlementaires. Si cette situation perdure indéfiniment, il n'est pas exclu que cela puisse aboutir à un embrasement total au niveau national. Si les suspensions envoient un signal de fermeté, elles pourraient ralentir certaines procédures et ne suffiront pas, selon plusieurs observateurs, sans aucune restructuration profonde du MINCAF. La deuxième conférence semestrielle des gouverneurs de région s'est refermée ce mercredi à Yaoundé. Les travaux qui se sont déroulés à huis clos ont permis de dresser un état des lieux du climat sociopolitique du pays et d'évaluer l'avancement des projets de développement dans les régions. Les gouverneurs sont appelés à améliorer leurs services de renseignement et à renforcer la sécurité autour des électeurs et du matériel électoral lors du scrutin régional. Le ministre de l'administration territoriale a souligné que seuls les partis politiques œuvrant pour la cohésion nationale méritent une place sur la scène politique. Fandrené Marquez. The second semester conference of governors has wrapped up in Yaoundé, with the Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, calling on all 10 regional governors to intensify forecasting intelligence and to secure voters and election materials. Qu'il soit bien clair, les partis politiques, ONG, influenceurs des réseaux sociaux et médias aux ordres dans notre pays ou ailleurs, et d'autres sous-traitants politiques qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à ce vaste complot insurrectionnel contre la République auront des comptes à rendre devant les instances judiciaires compétentes. Grâce au chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, les Camerounais de Togo ont découvert la liberté d'association à travers les lois de 1990. In his closing remarks, the Interior Minister said that political parties authorized to operate by MINAT should contribute to nation building, not destruction. Les partis politiques qui reçoivent les agréments du MINAT doivent être les instruments qui contribuent à la construction du Cameroun et non au sabotage des institutions républicaines. Les partis politiques doivent des instruments qui contribuent positivement à l'édification de notre destin commun et non à la destruction de notre cher et beau pays. Je vous en donne un extrait du discours historique du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, le 6 novembre 2025, je cite. Ce pays est notre patrimoine commun. C'est notre bien le plus précieux. Nous devons le construire, le solidifier, le moderniser et non le détruire. The gathering also addressed the socio-political situation in the country, as well as the implementation of development projects in the different regions. En éducation, le 20 novembre dernier a été célébrée la Journée mondiale de la philosophie. Une édition placée sous le thème « Philosophie et intelligence artificielle ». À Fombot, dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, la célébration s'est faite dans des établissements scolaires. Entre réflexions sur le thème et activités ludiques, les élèves et enseignants se sont donnés à cœur joie. Le reportage de notre correspondant Sidi Ndjingo. La philosophie, vous le savez, se résume en l'exercice de la pensée. Dans la ville de Fombot, département du Noun, nombreux établissements scolaires ont célébré la Journée mondiale de la philosophie. Danse, sketch,
Table ronde et match des incollables ont meublé la célébration. Qui est l'auteur de la citation suivante? Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Pour cette édition, le thème philosophie et intelligence artificielle a été largement expliqué aux élèves. L'intelligence artificielle est au devant de l'actualité. Et notre souci était de leur faire comprendre que même si l'intelligence artificielle comporte des avantages, c'est un outil pédagogique, mais elle comporte aussi des risques. Et donc il faudrait un certain recul critique vis-à-vis de l'usage de l'IA. Depuis quelques années, la philosophie est enseignée à partir des classes de seconde. Et les élèves trouvent en cette matière la corde idéale de réflexion et de discernement. Les autres joueurs nous a parce qu'elle nous permet de développer un esprit critique, de cultiver avant de faire quelque chose. C'est comme étant l'amour de la sagesse. Et la philosophie, c'est le raisonnement, ce qui signifie que sans raisonnement, tu seras un peu plus primitif. Tout simplement parce que tu raisonnes, ça veut dire que tu réfléchis, tu connais les conséquences de tes actes. La 24e édition de la Journée mondiale de la philosophie, célébrée ce 20 novembre 2025 à Fumboat, a été un moment de réflexion, mais aussi de divertissement pour les élèves. Également dans l'actualité, la médecine du sport au Cameroun peine à assurer la sécurité et la performance des athlètes. Décès et blessures répétées soulignent les lacunes de l'encadrement et de l'organisation administrative. Malgré la filière créée en 2018, le nombre de spécialistes reste insuffisant. C'est dans ce contexte que s'ouvrent dans les semaines à venir les deuxièmes journées scientifiques de kinésithérapie et de médecine du sport destinées à repenser les pratiques et à renforcer les compétences à l'échelle nationale. La médecine du sport, comment elle va? C'est un élément que nous proposent Sébastien Oyébé et Julien Bapungué. La préparation des athlètes camerounais est critiquée entre baisse de performance et multiplication des blessures, signe de faiblesse dans l'encadrement. Selon les experts, plusieurs paramètres essentiels entrent en jeu. Que le staff technique comprenne que la préparation athlétique, c'est au moins 7 paramètres. Diététique, technique, hydrique, psychologique, nutritionnel, administratif et enfin biomécanique. Si vous voulez, en donnant 2 points sur chacun de ces paramètres, vous comprenez donc que vos équipes nationales, parfois en début de compétition, ils n'ont que 6 sur 14, ils n'ont que 5 sur 14. Sur le plan administratif, des choix basés sur des affinités plutôt que sur des compétences fragilisent l'accompagnement médical. Tout ça qu'on se forme en médecin de sport. On n'est pas médecin de sport par décret d'un président de fédération, d'un ministre ou d'une amitié avec un président de fédération, un président d'un club, en disant toi tu sois ma maman, alors tu deviens médecin du club, toi tu es mon médecin de famille, tu deviens médecin de club. Ça ne se passe pas comme ça, c'est des cameronités qu'il faut limiter, qu'il faut éviter. Il faut faire vraiment attention parce que c'est une médecine de responsabilité. Malgré la filière de médecine du sport créée en 2018 à l'université de Yaoundé 1, le pays manque encore de spécialistes. Forcément, il nous a été amené de bon ton à la CAMES d'organiser les deuxièmes journées scientifiques de kinésithérapie de sport. Donc c'est une plateforme d'échange de 2 jours, le 11 et le 12 décembre. Il y aura 3 ateliers, c'est à la salle de l'Ordre national des médecins. Il y aura un atelier sur l'entraînement, qui pour nous est une vitrine, n'est-ce pas, vectrice des accidents, la malfaçon technique de l'entraînement. Face à ces défis, les experts appellent à une réforme profonde du système sportif. Reste à savoir si le Cameroun est prêt à adopter une véritable politique fondée sur la compétence et la prévention. Et puisqu'on parle de sport, le mois de novembre est aussi le mois du goût à l'école publique de Bini, dans l'arrondissement de Ngaoundéré 3e. Les élèves sont sensibilisés sur l'importance d'une bonne alimentation pour le sportif. À l'initiative de Pépites du Cameroun, ils découvrent également les techniques de base du basketball. Reportage Amadou Bello. L'école publique de Bini ce matin, la leçon portait sur l'importance d'une alimentation équilibrée et la pratique du sport.
Quand on parle d'hydratation, ça veut dire quoi? C'est qu'on fasse encore les révisions sur la bonne pratique du basketball. De les sensibiliser sur leur santé, la nutrition, sur la propriété, sur le vivre ensemble, surtout sur le sport. Concernant le sport, les écoliers sont initiés au principe du basketball. Passe directe et passe à rebond. Ces gestes techniques n'ont presque plus de secret pour ces basketteurs en herbe. Cette initiative des pépites du Cameroun vient renforcer les programmes d'enseignement, soutient la directrice. Que nous étions vraiment en marge pour l'école publique de Bini. Et aujourd'hui, nous attendons à ce que les élèves puissent bien manger et bien faire du sport et surtout le basket. Les enseignants et facilitateurs appellent les parents à soutenir cette approche pédagogique, convaincus que le sport, en particulier le basketball, contribue au développement des enfants. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Le ministre des Finances ordonne la suspension pour les mois de novembre et décembre 2025 des versements des fonds des offices au profit du compte du fonds routier. Dans une lettre officielle datée du 17 novembre 2025, Louis-Paul Motazé justifie cette mesure par la nécessité urgente d'honorer des dépenses prioritaires, à savoir le paiement des salaires, des pensions de retraite et une partie du service de la dette extérieure dont les aérés s'élèvent à 145 milliards de francs CFA. Le membre du gouvernement affirme avoir instruit la Banque des États de l'Afrique centrale de mettre en œuvre cette suspension, promettant un remboursement futur. Ce remboursement serait conditionné au déblocage d'un prêt actuellement en négociation avec la banque Afreximbank. Mais derrière cette décision technique, une interrogation subsiste. L'État est-il en situation de banqueroute au point de privilégier le paiement de ses créanciers externes et de ses fonctionnaires plutôt que d'assurer l'entretien des routes? La lecture de Jean-Paul Choumiat. Dans sa correspondance du 11 novembre dernier, le ministre des Finances informait l'administrateur du fonds routier de la suspension des ressources financières de son institution pour les 2 derniers mois de l'année. Les motifs du grand argentier évoqués au patron du fonds routier, l'utilisation de ces fonds suspendus à la BEAC, serviront à payer les salaires des fonctionnaires et autres agents de l'État, les pensions des retraités pour le compte de novembre et décembre 2025 et aussi une partie de la dette extérieure du Cameroun, évaluée à 145 milliards de francs CFA. Louis-Paul Motazé rassure tout de même Jean-Claude Atanga Bikoué du remboursement, une fois l'argent obtenu d'un prêt en cours auprès de Eximbank. Ce courrier du ministre des Finances pousse à interroger sur la viabilité des caisses de l'État, désormais obligé de priver une institution de ses ressources pour gérer une partie de sa masse salariale budgétisée à 1663 milliards pour l'année 2025. Les caisses seraient-elles vides pour que le budget d'une autre institution soit suspendu pendant 2 mois pour allocation à une autre ligne de dépenses de l'État? Ainsi, la suspension de ces ressources serait-elle également une menace de cessation de paiement de l'État, faute d'argent disponible, pour un pays croulant sous le poids d'une dette de 14 591 milliards de francs CFA au 30 septembre dernier? Et donc, pendant 2 mois, quel miracle fera le fonds routier pour remplir ses missions régaliennes sans moyens, lui qui a toujours revendiqué davantage de ressources, pour entretenir un réseau routier en piteux état que l'on connaît? Et si les caisses sont en pénurie de devises, dans quelle réserve ira puiser le ministère des Finances pour supporter la masse salariale de la fonction publique pour les mois à venir de janvier et février 2026? Que s'est-il donc passé? Ou alors que se passe-t-il pour que le ministère des Finances en arrive à priver une entité de ses ressources pour 2 mois, tout en lui promettant de régulariser au plus vite sa survie dépendant désormais d'un prêt attendu d'une banque étrangère? Les recettes fiscales et douanières, principales pourvoyeuses de fonds à l'État, sont-elles en panne, faute d'une collecte efficiente des ressources, dont la dématérialisation des procédures augurait des lendemains libres de toute corruption, qui continue de faire perdre des milliers de milliards de francs CFA au trésor public?
Cette formule de récupération des fonds d'une entité pour tenir les engagements de l'État marque-t-elle les premiers signes d'une conjoncture économique qui s'annonce très rude pour les débuts d'un septennat de grandeur des espérances, dont le premier remaniement ministériel post-élection présidentielle 2025 reste très attendu depuis la prestation de serment de Paul Biya le 6 novembre dernier. Et on en parle dans la deuxième partie du Grand Plateau. Merci Jean-Paul Chouniat. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Nous sommes en direct sur Balafon Télévision, sur Balafon Télévision officielle, la page Facebook, sur Radio Balafon. Vous pouvez nous suivre à travers le 922 et le 515 du bouquet Canal+, et le 747 du bouquet StarTime. Thierry Niopé, journaliste économique, est avec nous ce soir. Bonsoir Thierry, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Bonsoir madame, merci, le plaisir est le mien. Le professeur Emmanuel Duacho, microéconomiste, analyste politique, est également des nôtres ce soir. Bonsoir professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Claude, merci de m'avoir invité. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs, pardon. Bonsoir aux co-discutants. Bonsoir Roland Sapi, éditorialiste chez Balafon Média. Bonsoir Claude. Le ministère, l'État du Cameroun s'appuie sur le fonds routier pour gérer ses charges. C'est ce qu'on peut retenir de cette lettre du ministre des Finances adressée justement aux responsables du fonds routier. On va y aller directement à Thierry Niopé. Comment comprendre pourquoi le ministre des Finances écrit aux responsables du fonds routier pour que ce fonds soutienne l'État dans la gestion de ses charges? C'est quoi le problème? En réalité, l'une des questions que beaucoup de personnes se sont posées, pourquoi le fonds routier justement. Pourquoi? Et en fouillant un peu, en grattant quelque peu le vernis, on s'est rendu compte qu'il y a quelques mois déjà, le fonds routier était mis en débâcle par le Premier ministre à cause justement des malversations économiques qu'on avait enregistrées dans cette structure. Il y a beaucoup de ces cadres qui avaient été reprochés justement de corruption. Et était-ce l'un des éléments qui pouvait permettre justement au ministre des Finances de choisir, peut-être de manière unilatérale, le Fonds national, le fonds routier. On n'en sait pas grand-chose parce qu'il ne s'est pas apaisanti sur les raisons qui ont guidé ce choix-là. Mais toujours est-il que cette actualité nous a permis de comprendre quand même que l'État ne va pas si bien que ça. On imaginait déjà depuis le deuxième semestre qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Je vous rappelle que l'État du Cameroun est suffisamment engagé sur plusieurs fronts qui gruent suffisamment ses finances, notamment sur le volet sécuritaire avec la crise anglophone, au nord-ouest et au sud-ouest qui engage beaucoup de dépenses. Il y a la réalisation du réseau routier. Et puis il y a même la crise dans l'extrême nord avec Boko Haram. Au-delà. Donc il faut dire qu'on laisse même l'Est avec les rebelles de la Séléka pour dire quand même que l'État est engagé sur plusieurs fronts. Et au-delà de cela, il est clair qu'il y a d'autres paramètres qui ont certainement amené le ministre des Finances à prendre ces décisions. Ces paramètres tournent notamment autour de la baisse des recettes pétrolières. On sait également qu'à cause de cette élection présidentielle, l'environnement économique était suffisamment morose. Et on sait également que les recettes de l'État, où l'État s'adosse beaucoup plus sur les recettes fiscales, mais également sur les recettes douanières. Et à ce niveau, l'activité n'était pas suffisamment au beau fixe. Il y a eu beaucoup de régressions, que ce soit sur le plan pétrolier, il y a eu des régressions. La courbe a suffisamment régressé de l'ordre de plus de 200 milliards de francs CFA. Donc, il faut dire que c'est autant d'éléments quand même qui nous ont amenés d'une manière ou d'une autre à comprendre qu'il y avait quelque peu péril à la demeure et en espérant effectivement que, en parlant au plus pressé, parce que les salaires des fonctionnaires et la résolution quelque peu de la dette extérieure sont des éléments sur lesquels l'État se fonde pour espérer que le reste des Camerounais ne descendent pas ou ne rejoignent pas cette masse d'insatisfaits qu'on retrouve notamment dans le secteur informel, qui représente à lui seul près de 63%
Donc, il faut dire quand même que ce sont des éléments sur lesquels on peut s'asseoir, s'adosser pour dire que quelque chose ne va pas bien. Professeur Emmanuel Diacho, vous êtes de cet avis, le Cameroun a-t-il effectivement une mauvaise santé financière, ce qui pourrait peut-être justifier une sortie comme celle du ministre des Finances? Une mauvaise santé financière liée à tous les défis rencontrés, soit au cours de cette année qui s'achève ou au cours de l'année dernière? Ben, écoutez, Claude, il me semble que les difficultés du Cameroun ne datent pas d'aujourd'hui. Pour qui s'intéresse, n'est-ce pas, aux propos tenus par des experts concernant la gestion globale du pays, il faut dire que l'alerte est donnée depuis des années. Et le Cameroun se trouve, n'est-ce pas, face à une vulnérabilité structurelle. Cette vulnérabilité structurelle concerne à la fois la fragilité économique. Ça a été dit tout à l'heure. Cette fragilité économique s'explique par le fait que nous avons une économie qui n'est pas suffisamment diversifiée. C'est une économie qui reste globalement une économie de rente. Et lorsque vous êtes, n'est-ce pas, dans une situation d'économie de rente, il est difficile, lorsque vous avez des difficultés, de vous en sortir. Ça traduit aussi une vulnérabilité institutionnelle. On a parlé des élections et du climat avant, pendant et post-électoral. On se rend compte, n'est-ce pas, de ce que cette vulnérabilité institutionnelle s'explique par une absence de reddition des comptes. Les Camerounais apprennent les décisions politiques, généralement, sans savoir quels sont les tenants et quels sont les aboutissants. Au niveau du Parlement, nous avons un Parlement qui est une chambre d'enregistrement que j'ai appelé un Parlement godillot, qui n'a jamais exercé son pouvoir de contrôle. Du coup, le gouvernement ne rend pas compte. Et lorsque vous avez un gouvernement qui ne rend pas compte, mais qui endette le pays, on ne peut s'attendre qu'à cette situation. Donc, vulnérabilité économique, vulnérabilité institutionnelle, vulnérabilité infrastructurelle. Nous sommes dans un pays où les grands projets structurants ne sont jamais amenés jusqu'au bout. Je vous rappelle que l'autoroute Yaoundé-Douala, entamée depuis plus de 10 ans, n'a vu que 60 km de réalisés, avec d'énormes fonds engloutis. Alors, si nous analysons les conséquences, n'est-ce pas, économiques de cette autoroute qui n'est pas réalisée, alors que dans le document SD30, on avait programmé la réalisation de l'autoroute, n'est-ce pas, pour permettre à l'économie du Cameroun d'avoir un nouveau souffle et de se développer. Donc, lorsque vous avez une autoroute qui n'est pas réalisée, avec une route nationale qui n'est pas en bon état, Un manque à gagner? ça crée un manque à gagner énorme. Un manque à gagner énorme parce que la communication entre les deux principales villes se font avec beaucoup de difficultés. Par ailleurs, vous avez la compagnie aérienne qui ne joue pas son rôle entre ces deux villes. Vous imaginez les hommes d'affaires, quand ils ont des rendez-vous à la fois à Yaoundé et à Douala, ils hésitent énormément parce que ils vont faire 6, 8, 9 heures de voiture pour aller à Yaoundé et faire à peu près 30 minutes. Et faire à peu près le même temps pour revenir. Et du coup, ça fatigue les organismes et ça ne donne pas envie de se déplacer. Tout cela pèse sur l'économie du pays. On a les vulnérabilités sociales. Il a dit tout à l'heure,
l'informel au Cameroun est le lot de 2 Camerounais sur 3. Alors, ce qui fait que les dépenses sociales ne jouent pas pleinement leur rôle. L'État ne joue pas pleinement son rôle parce qu'il n'a pas les moyens de pouvoir jouer pleinement ce rôle. Je vous rappelle que l'imposition au Cameroun pèse sur une très petite minorité d'entreprises formelles qui opèrent dans le secteur formel. Du coup, les ressources propres de l'État sont maigres et l'État est obligé de recourir à l'emprunt. D'ailleurs, lorsque on lit la lettre du ministre, il évoque justement cette dette. Le ministre met en exergue de l'État. Le fait que non seulement il faut payer les salaires, ce qui est une dépense incompressible, les salaires des fonctionnaires, il faut payer dépenses incompressibles, les pensions, dépenses incompressibles, mais aussi payer les arriérés de la dette. On va y revenir, professeur. Donc, vous comprenez que on rentre dans un cercle qui n'est pas facile, n'est-ce pas, d'en sortir. On va y revenir, professeur Emmanuel Diocho. Dans sa première prise de parole tout à l'heure, Roland Tsapi, Thierry Niopet a posé cette question. Pourquoi le fonds routier ? Il a essayé de répondre à cette interrogation, mais on sait quand même qu'actuellement, il s'oppose le problème d'infrastructures routières dans tout le pays. Les infrastructures existantes qui ne sont pas entretenues, qui devraient être entretenues justement par le fonds routier. Quand l'État décide de s'appuyer sur une structure comme celle-là, est-ce que ça veut dire que le fonds routier a suffisamment d'argent au point d'aider l'État à payer le salaire plutôt que d'assurer l'entretien des routes tel que c'est demandé par la population? Loin de là, on ne peut pas penser que le fonds routier a beaucoup d'argent. En fait, effectivement, la question se pose de savoir pourquoi le fonds routier. Parce qu'en temps normal, les populations se posent la question de savoir que font justement les agents du fonds routier. Enfin, que fait cette infrastructure, cette institution-là du fait de l'état des routes ou bien de l'absence des routes qui fait en sorte que constamment la mobilité urbaine et interurbaine soit un réel problème dans ce pays. L'année passée, en fin d'année, le ministère des Travaux publics, et même au cours de cette année, a fait des pieds de main pour expliquer comment est-ce qu'il se bat pour que les routes tiennent, comment on a construit suffisamment de kilomètres de routes. Mais il est clair que concrètement, tout le monde constate que l'état des routes est un véritable problème. Donc de là, on se posait déjà la question, que fait le fonds routier en réalité? Et ce fonds routier explique aussi qu'il n'a pas beaucoup d'argent, ou bien suffisamment d'argent par rapport aux problèmes qui se posent. Il n'a pas suffisamment d'argent, pourquoi? Parce que, comme dans tous les autres secteurs, les projets ne sont pas suffisamment maturés au Cameroun. Il y a une route qui va commencer à se dégrader aujourd'hui. Il y a déjà 2-3 trous. On va enclencher une procédure de réparation de ces routes. On va envoyer une commission qui va venir évaluer, faire le rapport et revenir dire que OK, on peut faire ceci ou cela. Tout cela va prendre 2 mois. Pendant les 2 mois, le premier trou, non seulement c'est déjà bien agrandi, mais il y a un troisième trou qui a commencé. Maintenant, le moment où on vient essayer d'arranger le premier trou, il y a 4 autres trous qui sont déjà ajoutés et on est dans un cycle infernal, tout simplement parce que il y a ces procédures-là, cette mauvaise maturation qui fait qu'on n'anticipe pas suffisamment. Donc, même le peu d'argent que le fonds routier avait jusqu'ici ne suffisait pas à faire quelque chose de fiable et de concret. Il n'y a pas assez d'argent au fonds routier. Et les questions aujourd'hui qui se posent par rapport à pourquoi le fonds routier, on a plutôt envie de se dire, malgré l'état actuel des routes, malgré ces cris du fonds routier, on estime quand même au niveau du gouvernement, au niveau de la caisse de l'État, que ce n'est pas prioritaire. Parce que vous notez très bien, le ministre dit qu'il prend cet argent pour les dépenses prioritaires. Ça suppose que l'état des routes, l'entretien, la construction, ce n'est pas prioritaire pour le moment en tout cas. C'est vrai qu'il y a là des dépenses incompressibles qui sont les salaires et les pensions et autres.
Et on nous fait croire également que la dette extérieure dont on parle ne pouvait pas attendre. Ce qui est en train de se passer au niveau macro, c'est quoi? C'est ce qui se passe généralement même dans les familles. Quand le chef de famille arrive à manquer de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les poches de dépenses et commence à supprimer celles qui sont les moins nécessaires, celles dont on peut se passer sans que cela n'affecte le bon fonctionnement de la famille. Et c'est ce que fait l'État. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc on est en train de nous dire qu'on peut se passer de l'état des routes. Et cela aussi, ça inquiète. Est-ce que effectivement, au lieu, si on est en état de manque d'argent, parce que la question ne se pose plus, les caisses de l'État sont, on ne dirait pas vides, mais il y a des difficultés financières au niveau de l'État. Est-ce que la bonne solution est justement de continuer à laisser les routes pourries comme elles le sont déjà? Est-ce qu'on ne pourrait pas regarder ailleurs d'autres poches de dépenses? On ne cesse de crier, même le FMI, la Banque mondiale, n'ont cessé de taper sur les doigts du Cameroun en disant qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent à ce niveau-là qu'on pourrait un peu retenir pour voir ce qui se passe, pour payer ses salaires en laissant le fonds routier se débrouiller avec le peu qu'il a déjà et qu'il n'arrive pas à bien utiliser pour qu'on soit à l'aise? Pourquoi est-ce que c'est justement là qu'on allait prendre? On a tout simplement l'impression de penser que le niveau de dégradation des routes actuelles ne suffit pas. Il faut qu'on aille davantage loin pour que les Camerounais sentent qu'ils ont un gouvernement. J'ai envie de dire ça tout simplement comme ça. Thierry Niopé, en revenant au contexte, on est à l'approche des fêtes de fin d'année. On sait que pendant la fin d'année, le trafic est intense sur nos routes. Est-ce que seulement ce paramètre-là ne devait pas faire en sorte qu'on considère le problème de route comme étant suffisamment prioritaire, suffisamment important durant cette période? C'est bien avant, et c'est la raison pour laquelle le professeur disait tout à l'heure que nous sommes dans un pays où la représentation nationale ne joue pas suffisamment son rôle. Parce qu'il aurait été judicieux pour ces honorables députés de poser la question au ministre des Finances qui a pris sur lui sans aucune réelle explication. Parce que j'ai parcouru cette lettre, je l'ai reparcourue et je n'ai trouvé nulle part les raisons fondamentales sur lesquelles il s'est appuyé justement pour choisir le fonds routier. Pourquoi pas une autre entité? La question reste, et nous mourrons tous d'envie de savoir quelles sont les raisons, et la représentation nationale aurait pu amener le ministre des Finances à répondre à cette préoccupation qui taraude ou qui crée des conversations dans les chaumières, malheureusement. La situation telle que vous la peignez est assez compréhensible. Parce que quand vous regardez la route du Cameroun, elle ressemble à un pays d'après-guerre. Et on l'a dit tout à l'heure, même le trafic ferroviaire ne garantit pas forcément la mobilité des personnes et leurs biens. Parce que le train quitte Douala à 6h30 pour revenir à 17h. Il n'y a pas une façon qui puisse permettre justement la circulation des personnes et des biens sans aucun problème. Quand vous permettez de prendre même le secteur aéronautique, là encore, c'est la croix et la bannière. Pour Yaoundé-Douala, ça passe avec quelques difficultés. Mais si vous allez justement entre Douala et les autres villes, notamment Bafoussam, Garoua et Ngaoundéré, je vous assure, vous allez baver. Par exemple, vendredi, il y a un vol. À l'époque, il y avait trois vols qui desservaient par exemple une ville comme Bafoussam. Aujourd'hui, on est réduit à 2 vols, vendredi et dimanche. Alors que mercredi, pour des opérateurs économiques qui allaient à l'ouest, c'était de bon augure. Parce que vous pouviez aller mercredi, nonobstant le fait qu'on dénonçait déjà le fait qu'il n'y ait pas de vol suffisamment régulier. C'est-à-dire vous pouvez partir aujourd'hui et rentrer le lendemain sans un coup ferry. Et là, vous ne pouvez pas. Vous pouvez non plus partir le matin et rentrer le soir. C'est impossible. Maintenant, il faut attendre la fin de la semaine, c'est-à-dire le week-end, pour permettre peut-être aux gens qui partent voir leur famille ou qui partent se reposer au village. Et forcément, ça a des conséquences. Cela n'a rien à voir avec les affaires. Donc, des conséquences sont énormes même sur le plan économique. Partout où vous prendrez, si vous prenez la route, vous retenez votre souffle durant tout le trajet.
Si vous réussissez à faire ce trajet en 7 heures, vous aurez eu beaucoup de chance. Parce que justement, sortir de la ville de Douala, c'est la croix et la bannière. Traverser les embouteillages du côté de Yaoundé, c'est un chemin de combattants. Donc, je crois que la préoccupation est multisectorielle. Elle n'est même plus au niveau seulement du ministère des Finances. Elle est multisectorielle. Il fallait que les gens, justement, s'asseyent pour étudier quels sont les éléments, sur quoi on devait, Roland l'a dit tout à l'heure, sur quel élément on devrait se fonder pour arrêter, pour prendre une telle autre décision. Parce que si on avait, par exemple, réduit le train de vie de l'État, les dépenses de fonctionnement au Cameroun ont été prévues, tournent autour de 1873 milliards de francs CFA. Loin des dépenses non compressibles de salaire qui tournent autour, en termes de prévision, de 1500 milliards de francs CFA. Vous verrez que la consommation ou l'investissement est au-dessus des salaires. Et en même temps, on l'a toujours dit, la fonction publique n'emploie pas beaucoup au Cameroun. Elle tourne autour de 417 000 fonctionnaires seulement. Le reste, c'est le secteur privé. Et ce même secteur privé formel qui encaisse l'essentiel, justement, de la répression fiscale. Parce que le secteur informel n'est pas codifié. Je l'ai dit tout à l'heure, 63%, c'est quand même énorme. Alors, c'est dans ces secteurs-là que l'État aurait dû travailler pour davantage diversifier sa niche. Il y a encore quelques petits arrangements de copains qui ne servent pas forcément toujours à l'État du Cameroun. Tenez, par exemple, les exonérations. Les exonérations au Cameroun tournent autour de 400 milliards de francs CFA. Si vous importez votre marchandise, il y a encore une chronique, il y a une actualité qui a défrayé la chronique ces derniers temps. On a vu un député de la place, je ne dirai pas son nom ici pour ne pas faire sa publicité, qui a demandé à être exonéré de certaines taxes par rapport à la marchandise qu'elle avait importée du côté de la Chine. Et l'État, justement, a consenti à le faire. Alors, multiplier cela par autant de personnalités, d'opérateurs économiques, c'est de l'argent que l'État perd. À côté de cela, il y a ces fameux bons de carburant. Ces gens qui ont presque tous les avantages de l'État, c'est encore eux qui bénéficient de ces bons de carburant en un point fini. Mais avec la situation, avec la situation actuelle et cette décision du ministre, est-ce que l'État perd véritablement quelque chose, des conséquences sur le fait que la mobilité urbaine ou bien interurbaine sera encore plus réduite qu'avant, vu qu'on est en pleine période de fête de fin d'année, il faudra se déplacer, les uns voudront bien se rendre dans d'autres villes pour passer les fêtes et tout le reste. Oui, mais l'État perd énormément. Quand on se déplace, le professeur l'a dit tout à l'heure, quand on se déplace, on crée des revenus. Quand l'activité commerciale tourne à plein régime, c'est l'argent que l'État encaisse à travers justement les recettes fiscales. Les recettes fiscales au Cameroun sont extrêmement importantes parce qu'on a l'impression que les recettes non pétrolières, donc les recettes fiscales, occupent le premier rang à côté des recettes douanières. Nous sommes un pays qui, sur le plan de l'industrialisation, n'a pas suffisamment fait ses classes. Je vous rappelle que notre balance est suffisamment déficitaire entre l'importation et l'exportation. Ailleurs, on exporte plus. C'est quand on exporte plus que l'économie tourne forcément. Mais chez nous, on importe plus qu'on exporte. Donc, la tendance est inversée. Ce qui fait que si on n'arrive déjà pas à faire du bayam selam, comme on le dit de manière triviale, c'est-à-dire aller acheter à l'étranger, revenir, faire circuler ces camions du port de Kribi à Douala ou du port de Douala à Yaoundé et le reste, c'est de l'argent que l'État perd en termes de recettes fiscales ou encore en termes de recettes douanières. Les recettes douanières en termes de prévision étaient autour de 1100 milliards de francs CFA. Ce sont des recettes extrêmement importantes qui auraient permis à l'État justement de résoudre un certain nombre de problèmes. Parce que même quand on regarde le budget qui prend du galon au fur et à mesure que le temps passe, on est à plus de 7700 milliards pour cette année, vous vous rendrez compte que l'État ne crée pas suffisamment de champions nationaux pour pouvoir créer davantage de plus-value en fin
de gagner de l'argent, ne serait-ce que de par les exportations et tout. Donc tout se trouve concentré autour de ces recettes-là, au-delà des recettes pétrolières qui tournent autour de 303 ou 4 milliards de francs CFA pour cette année, parce que là encore, il y a eu des baisses. C'est autant de conjectures ou de conjonctures qui poussent l'État, malheureusement, à faire ce genre d'arrangements qui ne satisfont pas forcément le commun des Camerounais. Et dans sa lettre, le ministre des Finances, le ministre des Finances, justifie cette décision par l'urgence de payer les services de la dette extérieure dont les aérés à date s'élèvent à 145 milliards de francs CFA. Professeur Emmanuel Diacho, quelle est l'urgence d'éponger la dette à cette période de l'année-ci? Écoutez, les créanciers du Cameroun s'en foutent, n'est-ce pas, qu'on soit à l'approche des fêtes ou pas. Les créanciers du Cameroun, lorsque vous empruntez de l'argent, c'est un contrat qui détermine les modalités de remboursement, qui détermine les différents termes de remboursement. Et si vous ne respectez pas ces modalités de remboursement, votre signature perd de sa crédibilité. Et si cette signature perd de sa crédibilité, pour emprunter de l'argent sur le marché international, vous emprunterez plus cher. Et donc, si le ministre des Finances prend cette décision, c'est parce qu'il a le feu aux fesses. Il faut payer les créanciers du Cameroun. Et donc, il n'a pas de choix. Maintenant, on nous dit, on emprunte, on prend l'argent du fonds routier pour rembourser une partie de cette dette et payer les salaires des fonctionnaires et les pensions. Seulement, ça va créer un effet boomerang. Nous savons tous que là où la route passe, le développement suit. À ce rythme, nos routes sont déjà suffisamment dégradées. L'ingénieur, n'est-ce pas, de l'État nous a, il n'y a pas très longtemps, dit que les difficultés qu'ils avaient, c'était avoir les ressources pour pouvoir, n'est-ce pas, entretenir ou construire les routes. Alors, le peu de ressources que le fonds routier avait et qui n'arrivait pas à entretenir les routes, ces ressources-là lui sont retirées. On nous dit pour 2 mois. Mais, novembre et décembre. Oui, novembre et décembre. Mais l'accélération de la dégradation des routes fera que le coût de réparation de ces routes va doubler, voire tripler. Et donc nous sommes en train de nous mettre une corde au cou parce qu'il faudra emprunter encore plus cher pour entretenir les mêmes routes. Je pense, et ça a été suffisamment dit ici, si nous avions un volontarisme politique à la tête de l'État, il y a très longtemps que nous aurions tapé là où il faut taper, c'est-à-dire le train de vie de l'État. Qu'est-ce qui peut justifier qu'un sous-préfet à Douala-Premier ait un 4x4 alors que sa zone administrative, c'est la ville de Douala, Douala-Premier. Il a un 4x4. À quoi lui sert ce 4x4? Qu'est-ce qui peut justifier que le recteur de l'université de Douala ait un 4x4? Rien. Je dis bien rien. Il peut pas renouveler après 2 ans. Rien ne justifie que le recteur de l'université de Douala ait un 4x4. Rien ne justifie que tel directeur d'administration centrale ait un 4x4. C'est quoi le problème avec leur véhicule? Le problème avec leur véhicule, c'est que ça coûte très cher dans le budget de l'État, alors qu'ils ont besoin de petites voitures. Je vais vous dire une chose.
Pour circuler sur quelle route? Savez-vous, mais si on réduit le train de l'État, on aura de l'argent pour entretenir les routes. Et si les routes sont entretenues, on n'aura pas besoin des 4x4. Savez-vous que dans les universités occidentales, qui sont beaucoup plus riches que nos universités, les présidents des universités ne roulent pas en 4x4, ils roulent en petite voiture de tourisme. Et très souvent, la voiture qu'ils ont est une voiture qui est utilisée par la communauté universitaire, pas par eux seuls. Je dis bien par la communauté. C'est-à-dire, le matin, il part de chez lui avec sa voiture et arrivé à l'université, s'il a des missions à faire pour l'université, il prend la voiture de l'université et il emprunte cette voiture avec ses collègues. Hors de question qu'il soit seul dans sa voiture avec un chauffeur et lui derrière. Il est parti avec un cortège de Parfois, Il est parti avec un cortège. Du corps. Oui, parfois. Alors, d'où vient-il d'ailleurs? Ça fait partie, n'est-ce pas, de ces dépenses superflues. Qu'est-ce qui peut justifier qu'un recteur ait un garde du corps? Au siège du savoir, on n'a pas besoin du garde du corps. Ce sont des dépenses inutiles. Là-bas, à ce niveau, l'État pourrait faire des économies. L'État pourrait faire des économies. D'abord, on n'a pas embauché, on n'a pas recruté, nous ne recrutons pas nos militaires pour qu'ils servent de garde du corps à un recteur, à je ne sais pas quoi. Nous les recrutons pour qu'ils aillent soit régler le problème de la circulation, s'occuper des populations en ville, ou alors être aux frontières du pays et protéger notre pays contre les agressions extérieures. Donc, il me semble que lorsque nous parlons de la réduction du train de vie de l'État, très souvent, nous ne disons pas à nos populations de quoi il est véritablement question. Je veux bien qu'un sous-préfet, n'est-ce pas, d'une bourgade reculée, ait un 4x4. Mais bon sang, Douala 5, Douala 1er, Douala 2e, Douala 3e. Ils ont des 4x4 pourquoi? Ça leur sert à quoi? Parce que les routes... Pour se rendre peut-être aussi dans leur village. Non. Ils doivent se rendre dans leur village avec leur voiture propre. Et non celle de service. Et non celle de service. On vous a compris, pour ça, Emmanuel Diacho. Le ministre des Finances évoque l'urgence du paiement, du remboursement de la dette de l'État. Urgence également dans le paiement des salaires des fonctionnaires, au tapis et des pensions retraite. Est-ce que ça ne peut pas aussi attendre? Non, du tout. Ou alors ça pourrait créer... Ne pas payer les fonctionnaires pourrait créer quelque chose de bien plus grave. Oui, c'est un risque que le gouvernement ne peut pas prendre, ne pas payer les fonctionnaires. Vous savez qu'aujourd'hui, le gouvernement, lui, ou bien le pouvoir, tient tout simplement sur un socle constitué justement par les fonctionnaires. La plupart des fonctionnaires sont ceux-là qui aujourd'hui, pour parler comme un ministre, qui constitue le socle granitique en réalité, le pilier central de ce pouvoir aujourd'hui. C'est sur eux qu'on compte pour casser même les contestations, s'il doit en avoir. C'est-à-dire que militaires, policiers, tout autre fonctionnaire dans les administrations civiles, c'est eux justement. On ne peut pas prendre le risque de les sévrer pour un mois. D'ailleurs, vous savez que c'est des gens suffisamment traités de manière régulière que si à partir du 25 du mois, ils n'ont pas leur salaire, ça commence déjà à bouger d'une façon, ça commence à murmurer en leur sein et autres. Mais en réalité, ça ne devrait pas poser un problème, le paiement de salaire, parce que, comme on disait tantôt, l'État n'emploie pas assez de gens. On devrait pouvoir avoir plus que ça comme fonctionnaire et pouvoir les payer si on exploitait judicieusement nos ressources et autres. Et en l'état actuel, comme on est en situation de crise et on cherche de l'argent partout, il est quand même aberrant de constater qu'on soit en train de se retourner sur les fonds routiers, ou bien même si ça avait été sur un autre secteur en interne, ce serait un problème. Pourquoi? Parce que à ce moment-ci,
précisément, et au cours de la campagne présidentielle, beaucoup de candidats nous l'ont dit encore, il y a une certaine somme de 11 000 milliards de francs CFA qui appartient au Cameroun, qui est en train de se balader quelque part dans les caisses, dans les comptes de Glencore. Parce que justement, avec la corruption que Glencore a avoué avoir faite au Cameroun pour payer à bas prix nos produits pétroliers, ce qui est déjà un problème, parce que si c'était vendu au prix normal et géré comme il faut, on ne serait pas là. Non seulement cela, mais après les procès et autres, on a condamné à l'international Glencore à payer au Cameroun des dommages de 11 000 milliards, avec adossé à cela une clause qui permet au Cameroun de saisir les comptes de Glencore partout dans le monde et récupérer cet argent. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne récupère pas cet argent? Et vous vous rappelez que lors de la campagne présidentielle, le candidat Cabral Libi, par exemple, disait que s'il devenait président, il irait d'abord chercher cet argent, ça qui lui permettrait de distribuer 2 milliards à chaque commune pour commencer à saisir. Cet argent existe quelque part. Pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas à comment récupérer? Tout simplement parce qu'il y a des soupçons derrière que même comme cet argent est des dommages à payer au Cameroun à cause de la corruption, même cet argent est victime de la corruption parce que ceux qui devraient enclencher les procédures pour récupérer cet argent ne le font pas. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun, mais parce qu'ils trouvent aussi leur intérêt là derrière. Donc voilà des niches d'argent qui existent quelque part. Et également, quand on parle d'économie sur la consommation du train de vie de l'État, honnêtement, est-ce que le secteur de l'armée est autant productif comme pourrait le croire pour que chaque année pratiquement il y ait des recrutements de moins 1000 à 1500 personnes dans l'armée, alors qu'on pouvait recruter dans d'autres secteurs plus opérationnels, plus créateurs de richesses qu'on en est? Mais Roland Sapie, il y a des problèmes sécuritaires dans le pays. Oui, il y a des problèmes sécuritaires dans le pays. C'est facile de le dire maintenant, mais ces problèmes sécuritaires n'auraient pas dû être si jamais on avait, je veux dire quoi, on anticipait sur un certain nombre de choses. Les crises, les violences qu'on a aujourd'hui, la plupart sont du fait du refus du dialogue, du refus de parler avec ses propres populations, tout simplement, de l'ego de l'État. Est-ce que vous savez comment est-ce que de l'argent qu'on paye justement pour ces hommes en tenue, et non seulement ils ne produisent pas, mais la plupart du temps, le corps est même déjà commercialisé. Aujourd'hui, l'armée qui est supposée faire autre chose garde même les domiciles des privés. Compte de l'argent. Ce n'est pas leur rôle là-bas. Et ils sont payés par l'État. C'est autant de choses qu'on devrait pouvoir regarder pour dire, attends, en réalité, le Cameroun, normalement, devrait rentrer encore dans le cadre d'un ajustement structurel, comme ça a été le cas depuis 1994 avec le FMI. Peut-être qu'on y est déjà, mais on ne veut pas prononcer une fois de plus le mot de pays pauvre très endetté, mais on en est là. Voyez-vous, le ministre est en train de dire qu'on retient cet argent parce qu'on va payer des arriérés de dettes. On ne dit pas qu'on va payer des échéances en cours, des arriérés de dettes, c'est-à-dire une dette qu'on n'a pas pu payer. Et pendant qu'on est en train de se débrouiller à payer les arriérés de dettes comme ça, les échéances actuelles deviennent également des arriérés. Oui. Et quand par la suite, il faudra les payer. Oui, par la suite, il faudra les payer. Ça devient vraiment compliqué. Non, je pense que on fait le constat aujourd'hui que le Cameroun est vraiment, on ne dirait pas en cessation de paiement, mais a des problèmes de trésorerie. Mais est-ce qu'on devrait pouvoir déshabiller Pierre pour habiller Paul, comme on est en train de le faire là? Non. On est tout simplement en train de déplacer le problème. On n'est pas en train de le résoudre. Parce que le résoudre serait vraiment de commencer à ce moment-ci à dire qu'effectivement, on va réduire non seulement le train de vie de l'État, mais réduire même également, comment dire, la taille, les charges et la taille même du gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait avec ce 63 ministres? Le nouveau gouvernement est attendu. Merci. Espérons. Thierry Niopé,
Il se pose également le problème de timing. Pourquoi maintenant? Le professeur Giacho Emmanuel et Roland Sapi estiment que l'État devrait faire des économies, on devrait réduire le train de l'État. Mais dans une note comme celle-ci, dans une correspondance comme celle-ci, le MINFI donne l'impression que c'est un problème qui s'est posé maintenant, qu'il fallait résoudre immédiatement. Est-ce que l'État n'a pas manqué d'anticipation au regard de ce qu'on voit comme décision? Vous savez, j'aime des émissions comme celle-ci parce qu'elles participent à éduquer la conscience collective et sortir quelque peu de ce carcan traditionnel qui veut qu'on discute de tout et de rien. Ces émissions édifient beaucoup parce qu'elles amènent les uns et les autres, ou les Camerounais ou le Camerounais lambda, à comprendre où sont réellement les enjeux. Parce que c'est là où se trouve le problème. Le centre du problème reste et demeure la malgouvernance. Rappelez-vous, si vous relevez, tel que vous relevez justement, ou tel que vous posez la question, on a l'impression qu'on est en train de faire du banditisme économique. Tout le monde sait que le chef de l'État, à plusieurs reprises, a tapé du poing sur la table. Peut-être sans réellement agir, mais il a quand même attiré l'attention des uns et des autres sur le train de vie de l'État. Il a demandé à plusieurs reprises qu'on réduise le train de vie de l'État. Et tout le monde ici s'accorde effectivement à dire que l'État du Cameroun a un train de vie dispendieux. Il faut qu'on arrête cela. On ne peut pas continuer, Roland l'a dit tout à l'heure, avec un gouvernement aussi pléthorique. Nous ne sommes pas plus nombreux. Le Cameroun, en termes de population, n'est pas ne regorge pas plus de personnes qu'en France. Mais le nombre de ministres n'atteint pas la moitié de ce qu'on retrouve au Cameroun. Donc, vivement que de pareilles choses soient définitivement arrêtées. Le problème de la malgouvernance se fonde également sur le problème de la corruption. Tout ce qu'on enregistre là tourne également autour de la corruption. L'essentiel de ces marchés, on a parlé tout à l'heure de l'autoroute Douala-Yaoundé. La première phase, il faut le dire, en 2011, tournait autour de 200, si mes chiffres sont encore exacts, 284 milliards de francs CFA. Rendu en 2022, nous étions déjà pratiquement à 756 milliards de francs CFA, soit plus de 500 milliards de francs CFA de plus. C'est ahurissant. Il faudrait qu'on arrête ça. Si vous faites la route, si vous prenez la route, entre Brazza, Cameroun, vous vous rendez compte qu'il y a l'un des ponts qui dessert le village du chef de l'État, j'oublie subitement le nom. Ce pont a été construit en moins de 2 ans, à l'approche de la CAN. En moins de 2 ans, ce pont a été construit et je vous rappelle que ce pont a coûté le triple sur la même distance, le triple des budgets qu'on retrouve au Cameroun. Alors, au-delà de la complexité même de celui-là, parce que c'est un pont aérien, alors que la construction des routes au Cameroun, comme l'autoroute, c'est sur la terre ferme. Donc, en termes de complexité, prenez le cas, par exemple, de la gestion, par exemple, des lignes comme les lignes 65 et 94. Ces lignes ne reposent que sur la volonté de quelques individus qui peuvent décider. Rappelez-vous d'ailleurs, le ministre des Finances, puisqu'on parle de lui, avait opéré une sortie il y a quelques années où il affirmait, en se bombant le torse, qu'il était tout à fait, devant les sénateurs, qu'il était tout à fait de bon augure de donner à un Camerounais tel 2 milliards de francs CFA pour aller acheter une chaîne de télévision en France. Moins d'1 an après, la même chaîne de télévision a fermé. Et ces mêmes sénateurs ont été incapables de demander justement au ministre des Finances à quoi a servi véritablement cet argent. Voilà 2 milliards partis par perte et profit. On peut accumuler autant de dépenses au Cameroun qui, en principe, mieux gérées si on les enlevait des chemins tortueux de la corruption. Je crois que le Cameroun se porterait mieux. Parce que quand on regarde ce qui se passe quand même, il y a beaucoup de choses qui auraient pu être corrigées et ces choses-là auraient pu permettre quand même au Cameroun ou aux Camerounais de vivre décemment et avoir de belles routes.
Parce que même dans l'attribution de ces marchés-là pour la réhabilitation de ces routes, on en parlait encore sur ce plateau de télévision. Il y a un flou terrible. Oui, mais oui, il y a forcément encore des goulots d'étranglement dus au fait qu'il y a des commissions et des rétro-commissions qui, d'une manière ou d'une autre, sont imputées sur le budget général. Au finish, on n'a plus rien. Donc, vivement que la bonne gouvernance, le patriotisme soit une fois de plus, ou soit une fois de plus mis au devant de la scène. Au cœur de l'action gouvernementale. Voilà. Merci de m'avoir prêté le mot. José Emmanuel Diatio, on va sortir de l'émission. Après novembre et décembre, il faudra bien gérer les salaires des prochains mois, de l'année 2026, janvier, février, ainsi de suite. Est-ce qu'à ce moment-là, l'État n'aura plus de problème d'argent? Écoutez, j'ai du mal à lire dans la boule de cristal pour savoir ce que fera l'État. Mais ce qui est certain, c'est que le courrier du ministre est une alerte pour nous dire qu'il y a péril en la demeure. Oui. Ça veut dire que si rien ne change, après décembre, on risque de rentrer dans une situation beaucoup plus difficile. C'est vrai, comme l'a dit Roland, les fonctionnaires constituent au Cameroun le socle granitique. C'est véritablement, c'est eux, le socle granitique. Ce n'est pas une région, ce sont les fonctionnaires. Et l'État fera tout pour payer, n'est-ce pas, les fonctionnaires. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Parce que ne pas payer les fonctionnaires, compte tenu, n'est-ce pas, de la morosité dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui, si en plus de cette morosité, le pouvoir gouvernant devait avoir affaire à ces fonctionnaires, je pense que ça en serait trop. Donc je crois que je ne m'attends pas, bien entendu, à ce qu'on opère des miracles. Bon, peut-être le soldat Biya peut enfin, n'est-ce pas, frapper du poing sur la table, parce que, comme l'a dit Thierry, dans chacune de ses sorties, il demande à ce que le train de vie de l'État soit réduit. Malheureusement, jusqu'à présent, c'est beaucoup plus du verbe qu'autre chose. Nous voulons voir une volonté politique. Mais pour que cette volonté politique s'exprime, il faudrait que le président de la République réduise déjà la taille de son gouvernement. Il faudrait que le président de la République soit plus présent pour écouter ses ministres afin de corriger ceux qui sortent, n'est-ce pas, de la route. Parce que il me semble qu'aujourd'hui, le bateau est un bateau qui est presque comme ivre. C'est-à-dire que chacun essaie d'aller dans le sens qui lui convient. Malheureusement, lorsqu'on le fait, le bateau ne peut que tanguer. Il est tout à fait... nous venons de lire le président de la République, n'est-ce pas? Nous souhaitons qu'il prenne véritablement à cœur sa mission, réduise le train de vie de l'État, parce que les dettes que nous sommes en train d'accumuler, nous sommes en train de les reporter sur les générations futures. Et le président Biya ne peut pas demain partir et être celui qui aura laissé des dettes colossales à ses petits-enfants. C'est un nouveau septennat, il faut espérer, professeur Emmanuel Diatio. On va sortir de l'émission Hollande Tapie, tout en attendant peut-être la sortie du ministre des Finances qui va peut-être justifier le choix du fonds routier devant les partenaires, les parlementaires. Oui, ce qui n'empêchera pas qu'il ait déjà fait cela et ce qui, comme dit le professeur, est indicateur qu'il y a péril en la demeure. Mais maintenant, en disant qu'il prend maintenant de l'argent pour résoudre ce problème, il ne dit pas ce qu'il fait pour que cette situation change en janvier, ce qui nous laisse encore dans des incertitudes. Qu'est-ce qui va arriver? Comme disait
le professeur, le soldat Biya devrait pouvoir faire quelque chose pour se sauver lui-même déjà par rapport à cette situation. C'est le septennat de la grandeur et des espérances. Attendons. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Roland Tapi, Thierry Niopé, professeur Emmanuel Diocho. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie de nos programmes. Rendez-vous demain, 19h30 sur Balafon Télévision et 20h sur Radio Balafon.